Un énorme changement se profile pour le programme Starship. Un nouveau plan d'expansion de Starbase a été présenté, incluant de nombreuses améliorations des installations actuelles, ainsi qu'un grand nombre de nouvelles structures dont nous n'avions encore jamais entendu parler. Explorons donc ce plan et voyons de quoi il s'agit. Tout d'abord, les plans mis à jour du site de lancement de Starbase révèlent des détails intéressants concernant les deux pas de tir, désormais appelés Pad 1 et Pad 2, au lieu des anciennes désignations Pad A et Pad B. On peut voir les deux pas de tir dans la zone colorée en bleu. Cela représente la partie du site qui existe actuellement. Les zones blanches montrent les extensions prévues, que nous aborderons plus tard. Avec l'arrivée imminente du Starship Block 3, l'attention se porte désormais sur le Pad 2, puisque le Pad 1 deviendra bientôt obsolète, n'étant pas compatible avec cette nouvelle version. Alors, quelles améliorations le Pad 2 apporte-t-il ? Les changements les plus visibles commencent avec la table de lancement orbitale, Orbital Launch Mount ou OLM, la structure clé qui soutient le booster Super Heavy lorsqu'il est sur le pas de tir. Elle comprend 20 pinces destinées à maintenir solidement le booster avant le décollage, ainsi qu'un système de déconnexion rapide, Quick Disconnect ou QD, qui fournit les ergols liquides et l'alimentation électrique. Contrairement au Pad 1, l'OLM du Pad 2 n'inclut pas 20 déconnexions rapides individuelles pour les moteurs Raptor, RQD, destinés à l'allumage des moteurs externes. Ce changement de conception reflète la philosophie de SpaceX selon laquelle la meilleure pièce est celle qui n'existe pas. Réduction de la complexité, diminution des inspections après vol et simplification de la remise en état entre les lancements. Visuellement et structurellement, la table de lancement du Pad 2 diffère également fortement de celle du Pad 1. Alors que le Pad 1 présente une conception en forme d'anneau, le Pad 2 adopte une structure plus grande, de forme cubique, avec une ouverture circulaire centrale pour l'intégration du booster. Au sommet de cette structure se trouve une plaque d'acier refroidie par eau, similaire dans sa fonction à celle du Pad 1, mais placée sur le pont supérieur plutôt qu'en dessous. Ce nouvel emplacement devrait améliorer la durabilité et la résistance, notamment avec l'arrivée du Starship Block 3 et l'augmentation du rythme des lancements, qui imposeront des contraintes accrues aux infrastructures. Une autre amélioration majeure de l'OLM est l'utilisation de 2 déconnexions rapides pour le booster, Booster Quick Disconnect ou BQD, au lieu d'une seule, comme sur le Pad 1. Ces 2 BQD semblent être dédiés à des ergols distincts, l'oxygène liquide et le méthane liquide, et sont conçus pour se rétracter plus rapidement lors du lancement, réduisant ainsi l'exposition aux gaz d'échappement des moteurs et améliorant la sécurité globale, ainsi que le temps de remise en service. Juste sous la table de lancement du Pad 2 se trouve une tranchée de flammes intégrée, un élément clé que l'on retrouve sur de nombreux sites de lancement dans le monde. Pour le système Starship de SpaceX, cette tranchée est conçue pour être extrêmement robuste et résistante à la chaleur. Son rôle principal est de canaliser les gaz d'échappement et la chaleur intense du booster Super Heavy loin du pas de tir lors du décollage, afin de protéger les équipements et de réduire les réparations nécessaires après chaque lancement. Au centre de cette tranchée, directement sous la table de lancement, se trouve un élément unique, un déviateur de flamme double face fortement refroidi par eau, également appelé Flame Bucket. Ce système joue un rôle crucial dans l'absorption et la déviation des puissants jets des moteurs. L'alimentation en eau de ce déviateur est assurée par un système appelé Deluge Farm. Il fonctionne de manière similaire à celui du Pad 1 en utilisant une forte pression pour pulvériser de l'eau à travers des sorties situées sur le pas de tir. Cependant, le système de déluge du Pad 2 est conçu pour stocker et libérer une quantité d'eau bien plus importante, et il devrait fonctionner à des pressions plus élevées. Selon l'évaluation environnementale officielle du programme Starship, le système de déluge du Pad 2 pourrait utiliser jusqu'à environ 422 000 gallons d'eau à chaque activation, que ce soit pour un tir statique, un lancement ou un atterrissage. Bien que la quantité totale d'eau utilisée augmente,
le nombre de tirs statiques nécessaires avant chaque lancement devrait diminuer à mesure que le système gagne en fiabilité. Lors d'un événement d'allumage typique, la majeure partie de l'eau, plus de 300 000 gallons, devrait se transformer en vapeur. Une partie, environ 17 000 gallons, sera capturée par les systèmes de rétention d'eau sur site. Le reste, soit environ 88 000 gallons, s'écoulera en dehors de la zone principale de lancement, soit sous forme d'écoulement de surface peu profond, poussé par la pression, soit sous forme de condensation. Il est également estimé qu'environ 17% de l'eau totale est utilisée juste avant l'allumage des moteurs, 75% pendant le lancement proprement dit, et les 8% restants après le décollage ou une fois les moteurs arrêtés. Ces chiffres aident les ingénieurs à comprendre et à gérer le comportement du système durant les différentes phases d'un lancement. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la tour de lancement du pad 2. À première vue, elle ressemble beaucoup à celle du pad 1, mais quelques différences importantes existent. L'un des changements les plus visibles concerne la conception des bras de la tour, communément appelés les chopsticks. Ces bras sont désormais plus courts que ceux du pad 1. SpaceX a testé ce nouveau design en réussissant la récupération des boosters 12 et 14 plus près de la tour sur l'OLM-1, démontrant que les bras plus longs utilisés auparavant ne sont pas nécessaires. À l'heure actuelle, seule la tour de lancement du pad 2 est capable de récupérer un Starship. Cela est dû au fait que ces chopsticks possèdent un rebord plus petit sur les rails d'atterrissage, mieux adapté à la capture du véhicule lors des opérations de récupération. Alors, que devient le pad 1 maintenant? Va-t-il simplement être abandonné après le dernier vol du bloc 2? Heureusement, non. Si l'on examine à nouveau les plans mis à jour, le pad 1 est destiné à subir une modernisation majeure. Les nouveaux plans indiquent que le pad 1 sera reconfiguré pour prendre en charge les lancements bloc 3 et au-delà, et même des tentatives de récupération. Bien que la tour de lancement existante devrait être conservée, l'actuelle table de lancement orbital, OLM, sera démolie et remplacée par le nouveau modèle d'OLM en cours de développement pour le pad 2 et le LC-39A. Une tranchée de flammes similaire sera également ajoutée sous le pas de tir afin de détourner en toute sécurité les gaz d'échappement des puissants moteurs Raptor. Passons maintenant aux choses vraiment intéressantes. Qu'est-ce que SpaceX prévoit exactement de construire dans le cadre de l'expansion de Starbase? En examinant les plans mis à jour, on constate clairement une extension de la zone de stockage des réservoirs. Une section est étiquetée X, ce qui fait presque certainement référence à des échangeurs de chaleur. Cela signifie que de nouveaux systèmes seront installés pour gérer les températures cryogéniques, probablement en lien avec la gestion du carburant ou du méthane. En parallèle, plusieurs murs de protection contre les explosions sont ajoutés afin de protéger les infrastructures critiques des gaz d'échappement des moteurs Raptor. Par exemple, un mur de protection protégera la zone de réservoir du pad 1 des gaz chauds sortant d'un côté de la nouvelle tranchée de flammes. De l'autre côté de la tranchée, les gaz sont dirigés vers une route, ce qui signifie qu'aucun équipement sensible n'est exposé dans cette direction. Un autre mur de protection est ajouté pour protéger les systèmes d'isolement et de purge du pad 1, ainsi que la zone des déflecteurs, des gaz d'échappement générés par la tranchée de flammes du pad 2. De la même manière, les systèmes équivalents du parc de réservoir du pad 2 seront protégés par leur propre ensemble de dispositifs de protection. Ces améliorations ne concernent pas uniquement la réutilisabilité, elles visent à transformer Starbase en un site de niveau industriel capable de soutenir des opérations continues à des fréquences bien plus élevées. Mais la partie la plus importante de cette expansion pourrait être la construction d'au moins 2 nouvelles installations destinées à liquéfier le gaz naturel en GNL, gaz naturel liquéfié, directement sur le site. Étant donné que les moteurs Raptor utilisent le méthane liquide comme principal ergol, la capacité de produire du GNL localement représente une avancée majeure en matière d'autonomie et d'efficacité. Cependant, la production de GNL est un processus complexe. La liquéfaction commence par la purification du gaz naturel entrant.
Des impuretés telles que la vapeur d'eau, le sulfure d'hydrogène, le dioxyde de carbone et même des traces de mercure doivent être éliminées afin d'éviter la formation de glace, la corrosion ou des pertes de performance dans les équipements navals. Après purification, le gaz doit être progressivement refroidi jusqu'à environ moins 162 degrés Celsius, moins 260 degrés Fahrenheit, ce qui le transforme en liquide. Ce refroidissement est généralement réalisé à l'aide de systèmes de réfrigération à plusieurs étages, utilisant différents fluides frigorigènes à différents niveaux de température pour abaisser la température du gaz par étapes contrôlées. Bien que l'équipement exact que SpaceX utilisera soit inconnu, de tels systèmes comprennent souvent des compresseurs pour maintenir la pression, des turbodétendeurs pour abaisser la température lors des phases d'expansion, ainsi que des échangeurs de chaleur cryogénique permettant un transfert thermique efficace entre les différentes parties du processus de refroidissement. Il peut également y avoir des colonnes de rectification complexes ou des unités d'absorption pour les étapes finales de purification, notamment pour éliminer le CO2 résiduel et assécher le gaz. Enfin, le GNL produit doit être stocké dans des réservoirs cryogéniques isolés, capables de le maintenir stable à ces températures extrêmement basses. Le GNL lui-même est déjà composé majoritairement de méthane, généralement entre 85% et 99% selon la source, ce qui en fait un excellent choix pour les besoins de Starship. Toutefois, même de très petites quantités de contaminants comme le dioxyde de carbone peuvent poser de sérieux problèmes, ce qui rend l'étape de purification tout aussi cruciale que le processus de refroidissement. Grâce à cela, SpaceX devrait être en mesure de produire la majorité des 3 principaux fluides cryogéniques dont elle a besoin, le méthane, l'oxygène et l'azote.